Bonjour à tous et à toutes. On va donc commencer cette session. Si vous désirez écouter if you'd like to hear this conference in English, you'll have to put the headset because this conference will be held in French. Donc je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je suis ravie d'animer cette table ronde. Je m'appelle Julia Tass, je suis directrice de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, qui est un think tank basé à Paris. Et nous avons l'honneur d'organiser cette table ronde avec deux autres partenaires. Le comité environnement de l'école de guerre, donc pour ceux qui ne le savent pas, l'école de guerre prépare les officiers supérieurs des armées françaises, amis et alliés, à devenir les chefs militaires de demain. Et également avec l'IHEMI, l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur, qui forme également des hauts responsables des services publics et privés et mène des travaux de recherche scientifique sur les enjeux de sécurité publique. Donc merci aux équipes co-organisatrices qui ont aidé à préparer cet événement. Et pour aujourd'hui évoquer la question du capacitaire comme pilier de l'adaptation des armées face aux défis climatiques, nous avons la chance de recevoir trois panélistes de haut niveau. Et je commence par ordre alphabétique. À ma droite, le lieutenant-colonel Anchandiat Nkoma. Vous êtes chef de la mission de la stratégie de la prospective au sein de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Merci d'être avec nous. Et à ma gauche, William Arkwright, directeur général d'Engie Green depuis 2020. Engie Green est une filiale du groupe Engie pour le solaire et l'éolien en France. Et enfin, Nicolas Regaud, merci d'être avec nous. Vous êtes le conseiller climat du Major général des armées et vous animez la mise en œuvre de la stratégie climat et défense des armées françaises adoptée en 2022, dont nous allons évidemment parler aujourd'hui. Et pour commencer cette table ronde, je voulais vous proposer de très rapidement faire un petit panorama des enjeux climatiques pour les forces armées, que ce soit les forces armées de la défense comme de la sécurité publique. Et donc je voulais vous proposer, Nicolas Regaud, de commencer par rapidement détailler quelques-uns des défis auxquels les forces armées sont confrontées en raison des changements climatiques et que vous avez l'occasion de traiter au sein de la stratégie climat et défense. Oui, merci beaucoup Julia. Bonjour à tous. Le changement climatique, c'est un game changer à tous les niveaux. C'est un game changer au niveau global, international. Les théâtres de nos opérations vont être modifiés considérablement. Ça va être un amplificateur de très nombreux risques et donc, par conséquence, de menaces. Ça, c'est le théâtre global. Je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est un enjeu et un défi sur le plan opérationnel. Nos missions vont être affectées. Certaines vont prendre plus d'importance. Certaines vont devoir être véritablement fortement adaptées. Puis au niveau opératif aussi et capacitaire, il y a énormément d'enjeux. Donc, c'est un enjeu global, multifacette, qui va de la préparation opérationnelle aux opérations, en passant par le soutien des forces et la démarche capacitaire. Donc, c'est considérable. Et les défis, puisque l'enjeu est global et que nous allons devoir y faire face pendant les décennies à venir, donc on est là avec ça, et ça ne va pas s'arranger, vous le savez bien. Il faut s'y prendre à la fois avec ordre, mais aussi en appuyant sur l'accélérateur. Il nous faut des victoires rapides, c'est-à-dire des choses qui permettent de démontrer aux armées que ce n'est pas de la sculpture de fumée, que nous n'avons pas une stratégie pour être posée dans une bibliothèque. C'est quelque chose qui est d'abord une démarche de transformation. Pour ça, il faut embarquer les hommes et les femmes de ce ministère, c'est le cœur, mais également, évidemment, sensibiliser d'autres acteurs extérieurs au ministère. Pour ça, je donnerai 3 exemples d'actions concrètes qui permettent d'engager une démarche de transformation et de relever un certain nombre de défis.
Il nous faut beaucoup communiquer, sensibiliser les acteurs des armées. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas parce que vous avez une stratégie qu'elle est connue, qu'elle est lue et qu'elle est comprise. Donc on a bâti un outil, je crois original et qui a pas mal de succès, qui s'appelle la fresque climat et défense, qui est une dérivation de la fresque du climat que beaucoup d'entre vous connaissent et qui est assez interactive, qui est ludique et qui est surtout centrée sur les enjeux de défense du changement climatique. Bref, ça parle notre langage, ça parle de nos missions, de nos défis. Et c'est en ce sens-là que ça peut accrocher et sensibiliser les acteurs qui, au départ, ont tendance à considérer le changement climatique comme un enjeu environnemental ou purement énergétique, ce qu'ils sont, mais pas que. Le deuxième aspect, c'est qu'on a besoin d'un document central. Vous savez, on est parmi les quelques pays pour qui un document comme un livre blanc, c'est fondamental. Ce n'est pas juste pour faire joli, après on l'applique. Pas beaucoup de pays qui font ça, donc nous on a besoin de ça. C'est à la signature, c'est une réflexion prospective interarmée sur les impacts du changement climatique sur l'emploi des forces, auquel l'ensemble des armées, directions et services ont participé et qui plante le décor. Ce sera décliné par les armées au cours de cette année. Enfin, en termes de quick wins, de victoires rapides, nous avons une étude et les résultats d'une étude sur l'exposition de l'ensemble de nos infrastructures, de nos emprises à travers le monde, en tout cas en France métropolitaine et outre-mer, leur exposition au risque naturel à l'horizon 2030 et 2050, basée sur les datas, basée sur la science et les modèles climatiques. Et ça nous permet quand même de montrer, de faire toucher du doigt que en France métropolitaine comme outre-mer, nous sommes exposés. Et ça, c'est aussi une manière de faire toucher du doigt que, voilà, ce n'est pas juste des idées d'intellectuels, nous sommes dans des choses concrètes, c'est une contrainte de plus qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup, et ça me permet de rebondir. Vous parliez d'exposition, vous parliez d'impact du changement climatique sur les emprises des armées. Colonel, est-ce que vous pourriez décrire la manière dont le changement climatique peut impacter la direction dans laquelle vous travaillez? Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Et éventuellement, quelques exemples de la manière dont vous pouvez gérer ces défis. Je confirme à la suite de M. Regnault que ces questions de dérèglement climatique et les conséquences sur le fonctionnement de nos organismes et de nos institutions n'est pas une affaire d'intellectuels. C'est une affaire réelle et c'est surtout une affaire que nous vivons au sein de la sécurité civile, mais que vous vivez, que nous vivons tous en tant que citoyens, tout simplement. Comme vous pouvez le constater, on a de plus en plus souvent des feux de plus en plus hors normes. On ne parle pas encore de méga feux, mais on parle de feux hors normes. On parle de feux de grande intensité sur la quasi-totalité du territoire. Naguère, on se disait quand on était dans une campagne de feux de forêt qu'elle se limitait dans la partie sud-sud-est de la France. Depuis 2022, on s'aperçoit que ça peut brûler en Bretagne, que ça peut brûler dans le sud-ouest, et demain, ça brûlera certainement dans les massifs boisés des Jura et dans les grands massifs de l'est de la France. En même temps que ces feux de grande intensité, nous avons des inondations, on l'a vu, il y en a encore. Et pour revenir 30 secondes sur les feux, les campagnes de feux de forêt, naguère, commençaient au mois d'avril, mai. De mai, elles commenceront au mois de mars et elles s'arrêteront au mois d'octobre. Donc on aura 3 mois de répit. Ça sera compliqué. Et quand on gérera ces feux, on gérera en même temps les inondations, on gérera en même temps les submersions marines, et puis au niveau des populations, toutes les vulnérabilités, c'est-à-dire celles qui touchent les hommes, celles qui touchent nos anciens qui sont plus fragiles, et toutes les pandémies, comme nous avons connu il n'y a pas longtemps. Donc on va se retrouver très rapidement avec un effet domino, c'est-à-dire à gérer plusieurs crises en même temps,
toutes les crises et des crises de nature différente. On le voit en ce moment dans les Outre-mer avec la question de la rareté de l'eau. On peut le voir aussi dans les Outre-mer avec des faits qui nous paraissent lointains aujourd'hui, mais ce sont les cyclones et leurs conséquences. Donc, en somme, au sein de la sécurité civile, il nous faudra, pour reprendre ou pour faire un beau mot, il ne nous faudra pas, non pas gagner la guerre avant la guerre, mais il nous faudra gérer la crise avant la crise. Donc, c'est-à-dire qu'on passera d'un concept où on a beaucoup utilisé et exploité nos rétex, nos retours d'expérience, à un contexte où il nous faudra anticiper. Et nous l'avons commencé, nous le faisons avec l'aide de Météo France, avec l'aide d'autres experts, qui nous permettent justement, sans verser dans le catastrophisme, de nous préparer à des lendemains qui seront difficiles et qui le sont déjà pour la sécurité civile. Et ça nous oblige à quoi? Ça nous invite à quoi? À repenser notre modèle d'action. Donc, l'anticipation et peut-être densifier la partie capacitaire. Je ne sais pas s'il faut continuer sur cette partie des Je vous propose qu'on en parle juste après. Très bien. Super, merci beaucoup. Et donc pour continuer ce tour d'horizon des grands défis, alors on va passer à une catégorie de défis que nous, à l'IRIS, on appelle transitionnels, c'est-à-dire qui sont liés à la transition écologique et énergétique, et davantage que des défis climatiques. Et donc je voulais vous laisser la parole sur la manière dont NG Green perçoit, et d'ailleurs je ne sais pas s'il faut le prononcer à l'américaine ou à l'anglaise ou pas, ou NG Green, perçoit les grands défis auxquels vous allez devoir faire face, toujours avec cette double articulation entre climat et sécurité et souveraineté. Bonjour à tous. Je ne suis pas là pour faire la retape de ma boîte. Je veux juste vous dire d'où je parle, de quel point de vue je vous parle. Moi, je m'occupe du plus grand nombre de panneaux solaires et du plus grand nombre de mâts d'éoliennes en France. C'est de ce point de vue que j'interviens, que je regarde le sujet, pas du tout avec une perspective de défense, une perspective de souveraineté militaire. Mais j'aimerais quand même parler de souveraineté. Une bonne énergie répond à un triptyque. C'est une énergie pas chère, compétitivité, une énergie propre et une énergie dont l'approvisionnement, l'accès est sûr, la sécurité. J'ai essayé de vous illustrer tout simplement la donne en prenant la France, et dans la France, en prenant 25% de notre énergie, qui est l'électricité. Ce n'est que 25% de notre énergie. Souvent, on a une déformation très nucléaire en France, où on pense que l'énergie, c'est le nucléaire, et le nucléaire, c'est EDF. En fait, c'est 25%. Le nucléaire, c'est 80% de 25% de l'énergie. Mais arrêtons-nous sur l'électricité. Le consensus rassemblé l'année dernière autour de RTE, on entend souvent à la radio Thomas Vérinck, la prospective d'RTE nous dire quoi? Nous dire, aujourd'hui la France consomme 450 téras d'électricité, il va en falloir un tiers de plus, 640. Il va en falloir un tiers de plus dans les 10 à 15 ans à venir. À cet horizon, malgré la remontada du parc nucléaire installé français, peu importe qu'on fasse de nouveaux EPR ou pas, de toute façon ils arriveront en 2035 au mieux, en 2040 ou peut-être après, peu importe le prix auquel ils arriveront, peu importe au bout de ces 10 à 15 ans dont je vous parle, si l'offshore, les parcs offshore arriveront, il nous faut 200 TWh, un tiers de plus d'électricité, rapidement. Il y a deux solutions, hein. C'est une alternative simple à deux branches. Soit on est capable de la produire, ou de ne pas la consommer, soit on l'importe. Et quand on a importé notre électricité lors du conflit ukrainien en 2022, on l'a importée chère et sale. C'était de la lignite, du charbon dérivé de Pologne et d'Allemagne. Et on l'a importée chère. Et nous étions fortement dépendants. Les Polonais et les Allemands n'auraient pas voulu nous le fournir parce qu'ils en avaient besoin. Nous étions dans le noir. L'énergie, tout le monde le sait,
mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est l'oxygène de nos sociétés. Plus rien ne fonctionne. Plus rien ne fonctionne. Il y avait eu de cela en Bulgarie, il y a quelques années, une augmentation de quelques euros de la facture d'électricité bulgare, des tarifs. Il y avait eu une telle manifestation dans les rues que le Premier ministre avait été remercié. Ça va très vite. Il n'y a plus un ascenseur qui fonctionne, plus un groupe électrogène, plus d'Internet, plus de déplacements, plus rien. Plus d'avions, plus rien. Plus d'hôpitaux, plus rien. Donc, en fait, la dépendance, elle est là. Elle est aussi ailleurs. 60% de notre balance commerciale, nous sommes juste un couple, la France, un foyer, qui vit au-dessus de ses moyens. Et 60% de sa dette, c'est les hydrocarbures. Le seul moyen de sortir le plus rapidement possible des hydrocarbures, et en matière énergétique, les choses sont longues, très longues et coûteuses, c'est d'électrifier. Voilà pourquoi il nous faut plus d'électricité. Donc, en fait, c'est un enjeu de souveraineté massif, l'énergie. Et si j'en reviens aux renouvelables, quel est le seul moyen rapidement, dans les 10 ans qui viennent, d'aller chercher 200 TWh? Juste sur 25% du problème, hein. Vous m'avez bien suivi. Mais je m'arrête là parce que sinon je vais être trop long. L'éolien terrestre et le solaire. On peut ne pas l'aimer, on peut l'aimer. On peut trouver ça beau, on peut trouver ça moche. On peut l'aimer chez le voisin du voisin, dans le jardin du voisin, on peut ne pas l'aimer dans son jardin. Mais en fait, c'est bien trop important pour que ce soit politisé comme dans les colonnes de nos journaux. L'énergie ne mérite pas, l'éolienne ne mérite pas d'être traitée comme le migrant ou la banlieue ou d'autres sujets comme le Covid, qui sont des marqueurs d'identité politique. Moi, vous pourriez me dire ce que vous pensez de l'éolien terrestre, je serais capable de vous dire ce que vous votez. En fait, je ne sais pas par quelle construction politique on en est arrivé là, mais le sujet est bien trop souverain, bien trop capital pour mériter un tel traitement. Mais on pourra y revenir. Merci beaucoup. Donc on a passé cette première partie de tour d'horizon finalement des enjeux. Et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet qui est donc le capacitaire, le sujet de cette table ronde. Et qu'on passe de nouveau la parole à Nicolas Regaud pour expliquer finalement, donc vous avez présenté les grands enjeux et quelques grands axes d'action pour répondre aux défis climatiques. Est-ce que vous pourriez rentrer un peu plus en détail dans la manière dont la stratégie climat et défense a été développée, ce qui est mis en place notamment en matière de capacitaire au sein des armées pour répondre à ces enjeux, et puis ensuite on verra la même chose du côté de la sécurité civile, avant de parler de coopération et de collaboration, pour rester au cœur du sujet de ce forum. Très bien, donc encore une fois, pour convaincre du pragmatisme de notre approche, je vais donner quelques exemples d'action. Alors d'abord, on a créé une gouvernance et le plan d'action qui a été adopté dès octobre 2022 a conduit à la création de 5 ateliers pour distribuer le travail, dont un sur le capacitaire et l'innovation, qui est piloté avec un mandat, mais qui est en l'occurrence copiloté par une division de l'EMA qui s'appelle la division COCA, pour cohérence capacitaire, et par la DGA, le service d'architecture de système de défense, SASD. Cet atelier a naturellement eu pour premier objectif de documenter les impacts du changement climatique sur les systèmes d'armes. Donc il y a eu, grâce au soutien d'un service qui est spécialisé au sein de la DGA dans les ateliers d'idéation, les ateliers de construction du savoir et de synthèse du savoir, le cathode, il y a eu plusieurs ateliers qui ont permis de rassembler les visions, les savoirs, les expériences de différents acteurs opérationnels et non opérationnels globalement sur les théâtres. Vous savez, tous les domaines sont touchés, hein, de l'espace extra-atmosphérique, aérien, terrestre, sur la mer et sous la mer. Donc, c'est beaucoup. Et ces quelques ateliers ont permis de construire une première ou une esquisse d'études technico-opérationnelles qui est également fondée sur le retour d'expérience sur un certain nombre de systèmes, de plateformes de combat.
Alors, et on a beaucoup de plateformes de combat, donc c'est un début, ça va continuer, mais l'idée c'est de pas uniquement avoir des visions domaniales, hein, mais d'avoir des visions sur des objets complexes, hyper complexes, et donc d'aller plus loin dans la profondeur de ça. Ça permet de tirer un certain nombre d'enseignements, bien sûr sur les impacts, mais aussi sur les leçons pour que dans la démarche capacitaire, la question climatique soit native, que l'on intègre un certain nombre de paramètres de début, from scratch. La particularité de notre approche capacitaire, c'est que certains objets, entre leur conception et leur fin de vie, se passent plus de 50 ans, parfois malheureusement un peu plus. Bref, c'est pas simple. De plus, les référentiels de l'OTAN, les STANAG et autres documents relatifs aux conditions environnementales datent un peu, malheureusement. Le dernier STANAG, en l'occurrence, sur les conditions environnementales date de 2008 et ne prend pas en compte les conditions environnementales futures. Donc, c'est juste une vision rétrospective, historique. C'est légèrement problématique. Donc, justement, l'OTAN doit se saisir de ce sujet et il y a un comité qui doit travailler sur... ça va prendre du temps. Donc, ça c'est quand même des défis à l'intérieur de la démarche. Deuxième exemple, si j'ai le temps. Deuxième exemple, pour renforcer cette approche de connaissance, parce que vous comprenez bien que l'adaptation, c'est compliqué, mais elle a besoin d'une chose évidente, et elle a besoin de ça dans la durée, c'est approfondir la connaissance. D'abord parce que notre connaissance scientifique, elle évolue tous les jours. Il faut que nous nous branchions, et c'est ce que nous faisons avec tout un ensemble d'acteurs extérieurs à ce ministère qui nous apportent, qui nous irriguent de leur savoir scientifique. C'est pas simple, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et donc, je voulais vous donner un exemple sur une approche aussi technico-opérationnelle originale. Nous avons décidé de la création d'un groupe de travail spécifique que nous avons confié au Centre interarmé de doctrine, de concept d'expérimentation, le CICDE, un GT sur les rétex climat, c'est-à-dire de faire remonter du terrain, tout un ensemble de témoignages sur les impacts qu'ont nos forces sur différents théâtres, et nous en avons beaucoup qui sont parfois très rudes, très contraignants, entre Djibouti, la Guyane, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, il y a déjà des formes d'adaptation. Sauf qu'il faut partager ça en interarmée et que la DGA aussi en profite. Bref, le sujet climatique, du fait de son ampleur, de son côté multifacette pour nous, du fait de la diversité de nos actions, de nos missions, vraiment de nos spécificités, ça vaut la peine d'avoir un GT particulier sur les rétex concernant le climat pour mieux partager ce savoir. C'est incroyable, tous les jours on découvre de nouvelles choses dans ce ministère, il est extraordinairement riche d'acteurs, de savoir, mais il y a quand même, il faut bien le reconnaître, quelques silos, quelques couloirs de nage qu'il est parfois difficile de faire communiquer entre eux. Donc voilà, deux exemples qui sont peut-être frustrants parce qu'on est encore dans la phase vraiment de construction intellectuelle du savoir, mais c'est absolument fondamental et de toute façon, c'est appelé à durer, même si après, on commence vraiment à intégrer le climat dans la démarche capacitaire. Merci beaucoup. Colonel, je me tourne vers vous pour à peu près sensiblement la même question, c'est-à-dire comment votre direction et plus largement les services en charge de la sécurité civile ont intégré les impacts du changement climatique à leur pratique, à leur mission, et comment tout ça a été intégré, que ce soit sous la forme de stratégie comme sous la forme capacitaire. Très bien. Je vais plus parler ici de capacitaire. C'est difficile de parler de capacitaire sans rentrer dans la maille, sans rentrer dans les exemples. Et la Direction générale de la sécurité civile, donc au sein du ministère de l'Intérieur, a bénéficié donc de la loi du 24 janvier 2023, appelée LOPMI, loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur,
qui a certainement, très certainement été accéléré aussi par l'émergence de risques et de difficultés que nous connaissons au niveau climatique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Désolé pour l'effet un peu catalogue, je vais essayer d'aller sur 3 dimensions. La première, c'est celle des moyens opérationnels. Entre 2023 et 2028, la Direction générale de la sécurité civile renouvelle l'ensemble de ces hélicoptères, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dragons, c'est ces hélicoptères jaunes et rouges que vous voyez pour certains dans le ciel de Paris ou partout dans nos territoires. Donc on passera de 36 hélicoptères renouvelés à 40 hélicoptères. Donc tous renouvelés. Tout ce premier lot participe donc à la réponse capacitaire de la direction générale. Ensuite, pour parler spécifiquement des feux de forêt, là encore, la direction générale a acquis le 8-Dash. Ce sont des avions spécialisés dans la lutte contre les feux de forêt. Pareil, 4 Canadair ont été commandés. Alors, on a commencé la livraison pour les hélicoptères, pour les Dash, les Canadair, 4 Canadair en cofinancement, 50% par l'Europe, 50% par la France. Donc, ils seront livrés entre 2023 et 2027. On continue dans ce champ-là. On savait bien qu'on ne serait pas prêt. Après ce qui nous est arrivé en 2022, on savait qu'on ne serait pas prêt pour 2023, la campagne de 2023 et certainement pas 2024. Donc nous avons procédé à de la location d'aéronefs pour nous aider à combattre efficacement les sinistres ou à faire de la reconnaissance, parce que là on parle de feux de forêt, mais on pourrait parler également de structures adaptées pour le pompage, comme il y en a en ce moment dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Donc il y a cette dimension-là. On redescend encore plus bas. Le système de guet aérien ou de détection des feux. Là aussi, on a densifié, la sécurité civile a densifié son dispositif de guet aérien. Parce que, comme je vous le disais lors de ma première intervention, on avait eu la naïveté de croire que les grands feux ne se déclareraient que dans le sud. Donc il faut armer de guet aériens, y compris la partie nord de la France, qui avait été délaissée. Alors, ça, c'est une autre partie du dispositif. Des expérimentations sont en cours. Nous les menons, j'en ai encore mené une il y a une quinzaine de jours, sur la capacité de combiner à la fois, je vais dire, des vecteurs autonomes ou pas. Ça peut être des drones, ça peut être des ULM, ça peut être des aéronefs dans lesquels on a réussi à embarquer de l'intelligence artificielle et des dispositifs optroniques. Donc pour nous permettre non pas d'éteindre, non pas de circonscrire, mais de détecter dès le départ, c'est-à-dire détection précoce, prévention dans un premier temps, détection précoce et retour au calme. Donc ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, dimension haute. Ensuite, le renforcement de la capacité ou du capacitaire passe aussi par une annonce du président de la République qui date d'il y a 1 an, c'est-à-dire la création d'une 4e unité des Formisc. Et cette 4e unité verra le jour là dès cet été. Elle sera située à Libourne, ce qui fait quand même monter la capacité des Formisc de 1400 à 2000 PAX, ce qui n'est pas rien, surtout quand on évalue à la hauteur de la RH, des besoins, et ainsi de suite. Donc ça fait quand même 2000 hommes pour les Formisc. Quand on redescend encore plus bas et qu'on arrive au niveau de tout ce qui est camion, il y a ce qu'on appelle, nous, un pacte capacitaire qui a été conclu entre l'État, les territoires et tous les SDIS de France. Ce pacte capacitaire a permis d'acquérir
1100 camions feux de forêt. Cette capacité-là devrait nous permettre de lutter efficacement et d'emmener de plus en plus de colonnes pour défendre tous nos massifs en feu. Et puis, il n'y a pas que la partie mécanique. Il y a également les dispositifs de modernisation de nos systèmes d'information. Ça passe par FR Alert. FR Alert, c'est tous les vecteurs, l'ensemble des vecteurs mis à disposition de l'État, mais également de nos maires, de nos élus, pour prévenir les populations en cas de sinistre. Quand on voit ce qui s'est passé encore ce week-end, je pense qu'un système de FR Alert qui est pleinement développé devrait contribuer ou devrait permettre d'éviter des catastrophes comme celles qu'on a vécues ce week-end et qu'on pourrait encore vivre dans les jours à venir. Peut-être simplement pour les personnes qui ne sont pas françaises dans la salle, est-ce que vous pourriez détailler en 30 secondes ce qui s'est passé ce week-end pour qu'elles puissent... Il y a eu des inondations dans le Gard, dans certaines régions de France, et des populations qui n'étaient pas prévenues se sont engagées sur des routes qu'elles ne connaissaient pas et où elles ont été piégées. Donc il y a des familles qui ont été endeuillées du fait d'une méconnaissance et peut-être, je ne sais pas, pourquoi pas d'un déficit d'information. Avec un système d'information relayé par nos maires qui connaissent leur territoire, relayé par les communautés de communes, relayé par les préfectures, je ne dis pas qu'on aurait évité, mais je dis qu'on aurait fait un premier pas, certainement pour limiter ou éviter ce qui s'est passé. Et puis au niveau des organisations de l'État également, il y a une dimension capacitaire parce qu'il y a un renforcement de la position centrale du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire repositionner le ministère de l'Intérieur au centre de la gestion interministérielle de crise. C'est-à-dire, quand il y a des crises, comme on a connu à Mayotte, comme on connaît en ce moment dans le Nord ou dans le Gard, avec des épisodes d'une violence inouïe, inviter au sein du ministère, convoquer au sein du ministère de l'Intérieur toutes les parties, c'est-à-dire le ministère de la Transition, certainement le ministère de la Santé, et puis tout, voilà. Donc, toute cette cellule de crise qu'on est en train de faire monter en puissance devrait rentrer dans une phase optimale après les JO. Donc là aussi, la sécurité civile va se doter d'un organe dimensionné pour assurer la gestion de crise. Donc ça, c'est le capacitaire, c'est une des réponses capacitaires à apporter ou apporter au sein de la sécurité civile. Mais avant de conclure sur ce point, au-delà du capacitaire, je pense qu'il faut remettre également l'homme, le citoyen, au centre du dispositif. C'est-à-dire remettre le citoyen au cœur de sa sécurité civile. Et ça passe par de la prévention, certes, mais ça passe aussi par de l'éducation. Donc, il ne serait pas incongru de commencer à apprendre à nos enfants, dans les écoles, à partir des écoles, à penser dérèglement climatique, à penser climat, à penser résilience. Parce que là, il y a un véritable défi. Il y a donc l'éducation, remettre le citoyen au centre du dispositif, et puis l'accompagner comme on peut. Il y a quelques étrangers dans la salle, et dans certains pays étrangers, parce qu'on fait un peu de benchmarking aussi, on se rend compte que cette culture de la résilience, de l'adaptation au risque est prise en compte dès le plus jeune âge. Et il y a ce que la sécurité civile ou ce que l'État sait faire, ce que l'État peut faire, mais il y a également ce que le citoyen doit faire. Et le citoyen doit, je pense, s'engager au cœur de la sécurité civile. Et ça aussi, c'est certainement une autre forme de capacitaire.
Merci beaucoup. Et pour continuer sur la thématique que vous mentionniez, notamment la thématique de l'achat coordonné à différents niveaux de l'État de matériel ou avec des partenaires européens, je voulais vous poser la question, Monsieur Harcourt, de la manière dont NG Green fonctionne, coopère avec les armées, que ce soit en France ou en Europe. Et qu'est-ce que finalement cette interaction a pu vous apprendre et qu'est-ce que vous pouvez aussi apprendre aux armées en retour, toujours dans cette optique de l'adaptation finalement de tous nos services de l'État au changement climatique et l'atténuation à travers les énergies renouvelables. Merci pour la question. Il y a deux souverainetés que la souveraineté énergétique ne vient pas contester. La souveraineté militaire de défense, la souveraineté alimentaire, l'agrivoltaïsme dont on parle beaucoup. Je préférais que ça soit dit en préambule. Ce que peuvent les armées, deux choses. Libérer, contrôler. Libérer. Je vais vous prendre deux exemples. Un exemple éolien, un exemple solaire. Libérer, exemple éolien. Demain, je rencontre la DIRCAM et la CDAOA. Donc, pour les traductions... Oui, j'allais vous dire, est-ce que vous pouvez développer pour la les acronymes ? traduction, c'est les responsables de la détection radar, donc des agressions via les radars militaires de toute agression du territoire national, via les radars. Donc je les rencontre. Aujourd'hui, vous avez 80 à 85%, je prends le territoire métropolitain, qui est interdit à l'éolien. Nous avons plusieurs régimes d'interdiction. L'acoustique, l'éloignement ou la proximité aux habitations, ce qui est totalement légitime. Les chiroptères, les chauves-souris, ce qui peut paraître saugrenu, mais l'éloignement ou la proximité avec les bois, la forêt. L'avifaune, les couloirs de migration d'oiseaux, il ne s'agit pas de découper des oiseaux. Et je vous passe. Mais la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile et les niveaux de survol, plafond d'altitude, ne sont pas les mêmes en Allemagne qu'en France. Donc j'imagine que les avions volent plus haut en France qu'en Allemagne. Et les oiseaux volent plus bas en France qu'en Allemagne. Je referme la parenthèse taquine. Et puis nous avons le premier poste, ce sont les radars. Il est très bien que l'armée française n'ait pas abdiqué de sa souveraineté en basse altitude. Ce que le voisin allemand a fait. Il ne voit plus rien. Nous voyons. Les Américains ont une telle surface territoriale qu'ils peuvent considérer que pour les entraînements et les détections, on peut abandonner des zones. On arrivera à les recorriger avec des softwares, enfin je vous passe. Donc, nous, la profession éolienne, pour accélérer le déploiement, les térawattheures dont je vous parlais, dont on a cruellement tous, pas moi, tous besoin, question de souveraineté, eh bien le premier défi, c'est de libérer de la place militairement, c'est-à-dire radar. Pour ça, nous travaillons avec le MINARM, donc le ministère des Armées, les deux services auxquels je faisais référence. Et en fait, ça se passe bien à partir du moment où on recouvre nos cartes et qu'on recouvre nos contraintes. Toujours en disant souveraineté de défense, souveraineté énergétique, pas l'inverse. Et on travaille là-dessus. Je vous donne un deuxième, et je m'arrête là. Mais c'est un poste, c'est mon premier poste de libération de gigawattheures sur l'éolien en France. Ce sont les radars de compensation qu'il va falloir qu'on trouve, nous, un mécanisme pour financer et installer et raccorder au réseau militaire géré à Lyon. J'arrête sur l'éolien. C'est concret, vous voyez, c'est très concret le rôle de l'armée dans la transition énergétique en France. Deuxième rôle très concret. L'armée a le premier foncier en France, a le plus de mètres carrés et d'hectares en France. Mais de loin, si l'armée ne joue pas le jeu de la libération foncière pour du solaire, je passe à l'exemple solaire, eh bien, les 100 gigawatts d'Emmanuel Macron dans le discours de Belfort, on ne risque pas de les atteindre. Sans l'armée, on n'y arrive pas.
Alors l'armée s'y met. Moi, par exemple, je donne un exemple, mon entreprise, nous avons sur des terrains militaires installés dans l'est de la France, près de l'ancien Fessenheim, nous avons installé des centrales solaires. Mais en fait, le terrain de jeu de l'armée est immense. L'armée nous a 1000 fois posé la question, je vous le dis directement, pour moi, a beaucoup tourné sa langue dans sa bouche, prend un temps infini sur cette réflexion. À mon avis, il est temps de passer à la seconde, voire à la troisième, voire à la quatrième, massivement sur cette question pour l'armée. Pourquoi ? J'en viens à contrôler, après libérer. Parce que pour l'armée, l'un des principaux postes de défense, de dépenses, non pas CAPEX, mais OPEX, c'est l'énergie. Et l'énergie, on a vu que quand ça valait 200 € du mégawattheure sur le marché de gros de l'énergie, le Rungis de l'énergie, eh ben le budget s'en faisait ressentir. Notre budget à tous, mais le budget de l'armée a priori. Si bien que il y a quelque chose d'assez magique qu'on peut imaginer. L'armée libère du foncier contre ce qu'on appelle une couverture, en anglais un hedge, c'est-à-dire un contrat de fourniture d'une électricité à un prix fixe pendant 20 ans, venu de cette libération de foncier. Et aujourd'hui, j'en reviens à ma toute première intervention, le triptyque, une énergie, ça doit être pas cher. La moins chère de toutes les moins chères de toutes les énergies, c'est le solaire. C'est ce qui coûte le moins cher. C'est pas moi qui le dis, c'est absolument scientifiquement prouvé. Et donc là, il y a quand même quelque chose d'assez évident à faire pour les armées françaises. Les casernes sont des villes en termes d'autoconsommation et d'équipement. Ce sont des villes. Il y a quelque chose d'évident à faire, c'est de couvrir ces expositions aux fluctuations des prix de l'énergie qui sont extrêmement brutales, en libérant son foncier, en allant racheter son énergie et en se couvrant à prix fixe à des prix très bas, qui sont les prix du solaire. Voilà très concrètement ce que libérer et contrôler veut dire et quel est le rôle que peuvent jouer les armées françaises dans la transition énergétique. Merci beaucoup. Je me retourne vers vous, colonel, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué donc, ces 4 Canadair, si mes souvenirs sont bons, que vous avez pu acquérir en partenariat avec l'Europe. Est-ce que vous pourriez revenir sur les dispositifs de coopération qui sont mis en place au niveau européen, à la fois donc, pour répondre à ces enjeux climatiques, mais plus généralement pour répondre aux besoins de réaction face à des événements climatiques, qu'ils soient extrêmes ou de plus long cours? Oui, merci bien. Effectivement, sur le capacitaire, il y a eu cette acquisition avec une partie des fonds européens, mais au-delà, il y a surtout des mécanismes avec l'Europe. Au-delà de ces coûts d'acquisition, il y a notamment ce qu'on appelle le MPCU, c'est-à-dire le mécanisme européen de protection civile. C'est en gros un dispositif d'appui mutuel. On se rend compte, et je vous l'ai dit, qu'il y avait une porosité, c'est-à-dire que dans les situations de désordre ou de chaos liés au climat, quand il se passe quelque chose en France, il y a de fortes probabilités qu'il se passe la même chose sur nos frontières italiennes, sur nos frontières allemandes, sur nos frontières. Voilà. Donc, on est tenu, quand on n'a pas ce phénomène de domino, de s'apporter assistance mutuellement. Donc le MPCU, c'est ça. C'est quand on a des feux de forêt en France l'été et quand il n'y en a pas en Espagne ou au Portugal, on reçoit des aéronefs des voisins. Et puis quand les voisins sont embêtés, c'est nous qui apportons notre contribution. Donc il y a ça. Il y a le Rescue, qui est un autre dispositif qui va encore plus loin aussi de prêts, d'assistance. Et on l'a vu notamment, on le voit encore, en ce moment, nos plus grosses capacités de pompage au Pas-de-Calais sont des unités des Pays-Bas. Voilà. Et donc voilà, ça fait partie de la coopération, mais au-delà de cette coopération européenne, nous avons aussi des coopérations
nationales. Simplement pour les coopérations européennes, est-ce que vous pourriez nous indiquer si d'autres, donc au niveau européen, pour faire face à la recrudescence de ces événements, il y a eu des équipements donc, qui ont été achetés en France. Est-ce que c'est aussi le cas d'autres pays européens qui s'équipent en parallèle? Comment sont distribués les achats finalement de ces nouvelles capacités? Oui, il y a d'autres pays européens s'équipent, notamment les pays du Sud, qui arrivent à capter les fonds européens parce qu'ils arrivent à mettre un certain nombre de TP pour aller chercher ces fonds. Et c'est une mécanique qui est assez lourde, qui est chronophage, et peut-être qu'on devrait, nous aussi en France, mettre plus de TP pour aller justement à la conquête de ces fonds. Mais oui, les autres États européens profitent également ou bénéficient, plutôt que profitent, bénéficient de cette acquisition de matériel via les dispositifs européens. Je ne sais pas si vous vouliez continuer sur les coopérations que vous pourriez avoir au niveau bilatéral que vous mentionnez. Les coopérations bilatérales, elles sont essentiellement européennes, mais nous avons des coopérations, de la mutualisation ou plutôt une coordination au niveau national. Je vois, il y a des exemples qui me viennent comme ça spontanément. Depuis 1984, les armées assistent ou soutiennent la sécurité civile dans le cadre de FAISTOS, par exemple. C'est quasiment 4 mois, mais quand on voit l'étendue des campagnes de feux de forêt maintenant, ça sera peut-être 5 mois, peut-être 6 mois. Il y a des unités, il y a des matériels des armées qui sont mis à disposition de la sécurité civile pour assurer justement la réponse opérationnelle de la sécurité civile dans ce cadre-là. On l'a vu dernièrement, là encore à Mayotte, où les unités des FORMISC, où les unités de la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, ont pu bénéficier de l'assistance des unités de Légion étrangère prépositionnées ou plutôt installées sur Mayotte ou sur La Réunion ou des unités de l'armée de l'air et de l'espace. Et bon, ça, ce sont des exemples, mais il y a d'autres types de coopération, effectivement, dont on parle moins, mais qui s'inscrivent dans le temps long et qui permettent à la sécurité civile de répondre à la demande qui est la sienne. Parce que cette affaire de sécurité civile et du citoyen, j'ai envie de dire, c'est vraiment une affaire collective. Donc, dans ce domaine-là, on travaille beaucoup avec les armées. Merci beaucoup, ce qui fait une transition parfaite pour évoquer la manière dont les armées coopèrent à leur tour, que ce soit avec le secteur civil, ça est déjà donc que ce soit pour répondre aux grands événements climatiques, comme pour s'adapter de manière générale, par exemple en se dotant de capacités de production d'énergie renouvelable. Donc quels sont les grands partenariats, les grandes coopérations que les armées françaises ont pu bâtir en France, à l'étranger? Voilà, je vous laisse en évoquer quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples, bien sûr. Alors, au niveau national, vous avez bien compris qu'on a essayé de s'ouvrir au maximum et de s'ouvrir aussi en interne, mais au niveau national, on s'est rapproché naturellement des grands établissements scientifiques pour voir dans quelles étaient nos zones de contact, les possibilités d'établir des coopérations, des synergies, des échanges d'informations utiles. Vous avez bien compris qu'on était aussi dans une démarche où on n'allait pas s'inscrire sur le temps long pour avoir un petit résultat, donc il fallait des choses qui aient un certain dynamisme. La tournée a été profitable. Nous avons ainsi une convention avec Électricité de France depuis septembre 2022 qui permet des échanges fructueux parce que EDF s'est engagé depuis fort longtemps dans la prise en compte du changement climatique sur son parc nucléaire, qu'ils ont une approche assez globale, territoriale, et qu'ils ont une équipe scientifique qui leur permet d'avoir des projections tout à fait intéressantes qui viennent compléter nos propres travaux. En même temps, ils sont preneurs de nos retours d'expérience sur un certain nombre de conditions environnementales auxquelles nous sommes un peu plus habitués qu'eux.
eux-mêmes étant un peu perturbés par la perspective de tropicalisation de certaines infrastructures nucléaires. AXA, je l'ai mentionné, c'est un partenaire de confiance et un partenaire dynamique dont je loue les qualités régulièrement et nous en sommes entièrement satisfaits. Il y avait évidemment le think tank Shift Project qui nous a accompagnés dans la création de la fresque climat et défense. Avec les résultats qu'on sait aujourd'hui, à peu près 500 personnes qui sont passées dans ces ateliers en 6 mois, donc c'est plutôt un bon résultat comparé à d'autres résultats d'autres acteurs. Et puis au niveau européen et otanien, ce sont les 2 principaux ensembles de coopération pour nous. Nous pensons qu'au niveau européen, il y a certainement beaucoup de grains à moudre, mais nous sommes, vous le savez, dans une phase de construction. Pourquoi? Parce que la boussole stratégique de mars 2022 est un document important où tous les États membres se sont engagés pour établir au niveau national une stratégie climat et défense d'ici la fin 2023. Je vous rassure, ce n'est pas le cas. Mais la dynamique est lancée et on peut être confiant qu'une grande partie des pays européens disposeront en 2024 d'une stratégie climat et défense. C'est important, pourquoi? Parce que ça va permettre d'avoir un socle commun, des préoccupations communes, une vision à relativement partager des enjeux qui est absolument fondamentale pour identifier des coopérations et des échanges fructueux de bonnes pratiques. C'est la raison pour laquelle nous avons accueilli pour la première fois dans un État membre, avant c'était uniquement à Bruxelles, la première réunion du réseau européen climat et défense, post-conférence que nous avons organisée au mois de juillet dernier, qui a permis d'échanger sur nos bonnes pratiques et les projets que j'ai mentionnés déjà. Ce qui permet d'enclencher une mécanique. La prochaine réunion aura lieu à Berlin au mois d'avril. Et puis, deuxième élément pour le niveau européen, c'est qu'il y a eu une communication conjointe Commission SEAE qui a établi, je dirais, une sorte de feuille de route qui est très ambitieuse, qui prévoit notamment des formes de soutien financier, qui prévoit que le centre satellitaire pourrait aussi avoir un hub climat. Bref, il y a que le centre européen le collège européen de sécurité et de défense pourrait aussi devenir l'acteur de la sensibilisation-formation au profit des armées des pays membres de l'Union européenne. Bref, tout un ensemble de secteurs, mais qui ne sont pas suffisamment documentés, précis, pour que nous ayons, je dirais, un mode d'emploi. Ce mode d'emploi devrait nous être présenté cet été. Cela devrait permettre aussi d'enclencher de nouvelles dynamiques et l'Union européenne a évoqué la possibilité, vous l'avez peut-être lu dans ce document, de créer un centre de compétences. Nous avons trouvé ça tout à fait intéressant. Néanmoins, nous sommes attentifs à éviter toute duplication inutile, puisque l'OTAN a aussi, enfin pas l'OTAN, mais le Canada a proposé la création d'un centre d'excellence climat et sécurité qui sera normalement certifié par l'OTAN cet été, qui s'est créé, qui a ouvert ses portes en octobre dernier. Et pour nous, un enjeu a été naturellement d'être bien positionné pour soutenir le développement de ce centre, pour pouvoir aussi un peu en orienter les travaux, pour pouvoir aussi, je dirais, être aux premières loges pour profiter des travaux qui seront conduits. C'est pour ça que nous avons fait un effort RH significatif, ce qui nous a permis d'avoir le poste de chef d'état-major, le numéro 3 de ce centre, et le numéro 1 des militaires, ce qui n'est pas négligeable pour une structure militaire. Et puis nous allons envoyer un civil dans la branche doctrine, standardisation, expérimentation. Lui-même sera chargé de la standardisation et de la doctrine, ce qui n'est pas un petit enjeu. Bref, cela montre l'engagement. Naturellement, l'OTAN s'est saisi de la question à différents niveaux. C'est assez complexe, je le reconnais. Donc, au niveau capacitaire, mais aussi il y a plein de centres d'expérimentation au sein de l'OTAN ou liés à l'OTAN qui permettent de tirer tout un ensemble de leçons. Et ça, c'est absolument essentiel pour nous. Donc, notre engagement OTAN, qui est une structure militaire essentielle pour nous,
effectivement, c'est un partenaire absolument essentiel. C'est pour ça que nous faisons des efforts tout particuliers pour bénéficier de la mécanique, de la machine de combat, si j'ose dire, otanienne. Merci beaucoup.